Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramé dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Aujourd'hui, émission spéciale, Iran-Israël, vers la Troisième Guerre mondiale. Eh bien, bonjour Noah, bonjour à tous. Voilà des temps difficiles, mais des sujets sérieux. Ça va plutôt ensemble. Les frontières de l'Empire sont sanglantes. Le Moyen-Orient s'enflamme après la guerre en Ukraine et des escarmouches entre l'Inde et le Pakistan qui ont d'ailleurs repris au gré des conflits au Moyen-Orient. Comment est-ce que tu sens la température monter, mon cher Noah? Sans rapport avec la situation locale où il fait bien évidemment beaucoup trop chaud, c'est vrai que c'est quand même assez, je dirais que c'est inattendu pour Iran-Israël, mais pas si surprenant que ça non plus. J'étais pas au courant que justement il y avait eu de nouvelles étincelles entre l'Iran et le Pakistan. Je savais que le Pakistan s'était rangé derrière l'Iran, Il y a évidemment contre la menace sioniste. 15 morts dans les 5 derniers jours. Au Pakistan? À la frontière des conflits entre le Pakistan et l'Inde, oui. Très D'accord, légèrement. des échanges de tirs dans le Cachemire peut-être? Absolument. Mmh. Enfin voilà, on voit un réchauffement. On a donc un conflit qui est quand même un conflit de taille qui concerne, entre guillemets, des petits pays, mais qui ont quand même une certaine importance, particulièrement par rapport à l'investissement occidental. Je vais vous proposer d'abord de faire un bref historique quand même des déclarations et des conflits entre les deux pays. Alors, il faut admettre que 2024 voit les premiers échanges directs sur le plan militaire, mais on a, j'imagine que les gens pourront disserter, parce que le problème de ce conflit, évidemment qu'il engage, qu'il échaude beaucoup les esprits. Israël ne le laissant pas indifférent autant par ses détracteurs que par ses partisans. Donc on a en tout cas à partir de 1979 un investissement dans les guerres de proxy de la part de l'Iran, spécifiquement le Hezbollah et le Hamas. Bon, j'imagine qu'il y a des contestations sur ces idées. En 2006, le Hezbollah entamera une guerre, aura un conflit ouvert avec le Liban. Excusez-moi, je reprends. Israël, oui. Avec le soutien iranien. Entre 2007 et 2011, l'Israël attaquera l'Iran, particulièrement des scientifiques autour du programme nucléaire iranien. Nous aurons une très belle attaque avec le virus Stuxnet qui perturbera les centrifugeuses nucléaires en 2010 de la part d'Israël. Une attaque navale de la part d'Israël contre le navire Crossé transportant des armes iraniennes. Et on a une somme comme ça d'attaques de la part d'Israël sur du matériel iranien. Sur le plan des déclarations belliqueuses, on découvrira assez rapidement que dès les années 50-60, les dignitaires israéliens souligneront l'influence croissante de l'Iran. Bon. Le Khomeini, dès 79, qualifiera Israël de petit Satan. Et à partir de 95, les dignitaires israéliens qualifieront les Israéliens excusez-moi, je reprends. les Iraniens. Les Iraniens seront qualifiés de menace existentielle par les Israéliens. On aura une suite de montée des tensions entre Khomeini, Ahmadinejad, Netanyahou, Ben Elizet qui seront très belliqueuses. On aura une continuité comparant notamment par exemple l'Iran et Israël. C'est grave aujourd'hui, excusez-moi, c'est un peu tard. Concentre-toi, prends ton temps. Aux nazis, pardon. Donc on a une montée langagière assez dure, assez rapidement. Nous aurons par contre les premières attaques concrètes sur le terrain iranien le 18 janvier 2024. Et depuis ce week-end, une montée aux extrêmes beaucoup plus importante avec des attaques et le conflit que nous observons maintenant. La problématique du nucléaire, qui est toujours la cause défendue, qu'ils aient raison ou non, les Israéliens considèrent, en tout cas déclarativement, l'Iran comme une menace existentielle, spécifiquement le nucléaire iranien. La doctrine de 80 de Menachem Begin
sera qu'aucune puissance régionale autre qu'Israël n'ait la bombe. Officiellement, ils ne l'ont pas, hein, je rappelle. C'est aussi un point qu'il faudra aborder, qui est assez intéressant, c'est qu'ils refusent à chacun de l'avoir. Eux ne l'ont pas officiellement, mais apparemment l'auraient volé aux Français il y a déjà de nombreuses années. Leur a obtenu grâce aux Français, je crois surtout. Bon, il y a différentes versions pour ce point-là. Et comme je le disais au début, Benyamin Netanyahou, je vais faire la liste parce que c'est quand même assez édifiant. En 92, Netanyahou déclare l'Iran est à 3 à 5 ans d'avoir la bombe. En 95, Netanyahou déclare l'Iran est à 5 à 7 ans d'avoir la bombe. En 96, l'Iran est extrêmement proche d'avoir la bombe. Moshe Ayon, en 2002, dit qu'il faut stopper l'Iran rapidement d'avoir la bombe. En 2006, Ehud Olmert mentionne la possibilité que l'Iran ait rapidement la bombe. Et comme ça, chaque année, de ceux qui veulent l'entendre, on a une multitude de déclarations de cet ordre-là. Bon, ça vient de loin, mais on n'en voit pas trop la couleur, même si il semble relativement avéré que les scientifiques iraniens travaillent à l'obtention de la bombe. On a donc quand même un discours qui est en grande partie resté du discours jusqu'en 2024. Et nous avons aussi, comme je le disais au début, une somme de petites escarmouches comment dire, de tirage dans les pattes entre les deux puissances, plutôt à la défaveur de l'Iran, qui certes a financé le Hezbollah et le Hamas, même si Netanyahou lui-même a admis avoir financé aussi le Hamas. Donc ça pour affaiblir l'autorité palestinienne à Gaza. Ça leur fera un point commun. On a quand même plutôt un Israël belliqueux face à un grand pays. En parlant de grand pays, il faut peut-être parler un petit peu de décrire les puissances face à face. On a un pays de 90 millions d'habitants face à un pays d'à peu près d'un peu moins de 10 millions d'habitants. Le PIB israélien, donc on a 91 millions face à 9 millions et demi. On a un pays Milliards. millions, je parle de la population, pardon, 91 millions face à 9,3 Ah oui, non, mais tu millions. parlais du PIB. Non, de population. On a un Iran de 1 600 000 km² face à 20 000 km². Donc, on a un pays qui est extrêmement, extrêmement grand face à un pays plutôt petit. On a un PIB israélien de 400 milliards face à un PIB iranien de 500 milliards, avec une croissance supérieure pour les Iraniens, mais ils viennent de plus loin. Donc, il y a un effet de rattrapage. Un PIB par habitant de 20 000 $ pour les Iraniens et de presque 60 000 pour les Israéliens. Et nous avons une économie beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus tertiarisée du côté israélien, et une vente des matières premières comme principal actif, principale source de revenus du côté iranien. 68% du PIB, c'est de la vente de pétrole, suivi d'un peu de plastique. C'est les exportations, excusez-moi. Les exportations sont à 68% de la vente de pétrole, un petit peu de plastique, un peu de produits chimiques et des matières premières. On a donc, et ce qui est intéressant, je le souligne quand même s'il faut relativiser ce chiffre, le premier acheteur de la ressource énergétique est avec les 30% la Chine, avec 9 à 19% l'Irak, suivi de la Turquie, et puis le pourtour immédiat, tout en sachant que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, pour la Chine, cet apport énergétique ne représente que moins de 2 à 3% de ses apports énergétiques. Donc on a un rapport de dépendance qui s'expose assez immédiatement. Donc voilà, on a un petit pourtour de à quoi ressemblent les puissances en jeu sur le plan non militaire. Peut-être une réaction déjà, Noah? Sur le plan démographique et tout ça, on est effectivement, en apparence du moins, à une espèce de David contre Goliath. David étant Israël, ce qui est plutôt marrant comme comparaison maintenant que j'y pense. Mais on est effectivement sur Israël, qui est un pays qui est beaucoup plus, oui, on va dire avancé, hein, on va utiliser le terme. En termes économiques, on est vraiment un pays occidental au Moyen-Orient, enfin au Proche-Orient plutôt. Et l'Iran qui a une très forte dépendance, effectivement, comme tu l'as dit, au marché des hydrocarbures.
et aussi, je crois, à, son secteur de la vente d'armement qui s'est, assez renforcé ces dernières années, vu qu'ils font de l'exportation. Mais, on a, une économie iranienne qui est pas très, très, résiliente. Mais après, une économie de service à l'occidentale, a une résilience qui est tout aussi, questionnable. Mais au moins les Israéliens, eux, sont, en état quasiment de guerre permanente, ou de seuil de la guerre. Au niveau économique, tout ça, ils ont une industrie militaire domestique qui tourne bien, entre autres. Bah, ça ne te surprendra pas, je n'ai pas trouvé les chiffres des ventes d'armes iraniennes. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé beaucoup de ventes de chiffres sur les ventes d'armes, qui est un marché un petit peu opaque, ce qui ne surprendra personne. Euh, Bah, les infos qu'on a au moins, c'est que, l'Iran avait fourni des drones à la Russie pour, le conflit en Ukraine. On a au moins ça. et qu'ils ont été très efficaces, apparemment. Mmh. Euh, Avançons sur les points techniques iraniens. L'Iran est une forteresse. Israël. Non, 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 pardon, l'Iran. C'est une forteresse au sens géopolitique, parce qu'elle est parfaitement entourée de montagnes. C'est très difficilement accessible par toute invasion terrestre est difficile à concevoir. Ah bah, Saddam Hussein en a fait les frais, juste après la révolution islamique, Saddam Hussein avait déclaré la guerre Iran-Irak et on s'est retrouvé avec la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient et au moins 1 million de morts, pour les 2 camps. Oui. L'Iran a un accès au détroit d'Ormuz qui représente quand même 20% du transit de pétrole mondial. Donc ça, c'est un risque quand même assez important si l'Iran décide de mettre l'énergie pour bloquer les passages sur ce point-là. Ça peut être problématique. L'Iran détient d'énormes stocks de gaz et de pétrole. Elle est la deuxième deuxième réserve de gaz au monde et la quatrième réserve de pétrole au monde. Elle détient aussi différents métaux, ce qui donne un certain pouvoir de négociation, même si c'est à relativiser étant donné ce qui a été dit avant. C'est un espace très résilient. Il faut quand même admettre que les sanctions occidentales ont été très nombreuses, que le pays est relativement habitué à l'isolement Mmh. des voies commerciales et diplomatiques, et qu'elle semble quand même avoir, sur le plan militaire, une industrie tout à fait sérieuse, apparemment. Il est évidemment difficile d'avoir des données strictes, mais c'est un pays qui, sur le plan militaire, semble assez puissant. Et je crois que Noah, toi, tu es beaucoup plus versé dans ces matières-là. Donc, si tu pouvais développer peut-être un petit peu le point militaire des deux côtés. Bah, je vais commencer du coup par l'Iran, vu que tu as parlé de l'Iran. En termes, donc ça va être beaucoup de chiffres et quelques données techniques. Ça surprendra personne de savoir que, quoi que ça veuille dire, les forces armées iraniennes sont, plus nombreuses que, les forces armées israéliennes. À savoir qu'on a pour l'armée de terre, je vais faire des comparatifs comme ça vous verrez. Pour l'armée de terre, on a environ 350 000 soldats, donc qui sont des conscrits, hein, donc avec le service militaire, qui est de 21 mois, en Iran. Et en face, en Israël, on a environ 130 000 militaires d'actifs, pour une réserve par contre de 400 000 hommes. Du côté iranien, bien sûr, la réserve est, plus importante, ce qui fait monter les effectifs totaux iraniens à 700 000 habitants. 700 000 soldats potentiels. Bon après, l'entraînement, la qualité des troupes n'est pas forcément la même, mais c'est quand même des valeurs chiffrées assez intéressantes. Mais vu que les pays, ne sont pas frontaliers et que, un débarquement sur les côtes israéliennes est assez improbable, hein, pour pas dire impossible, c'est surtout les données aériennes qui sont intéressantes parce que, bah, on a eu des frappes de missiles et l'usage notamment de l'aviation. Et sur le plan de l'aviation, l'Iran, ça pèse beaucoup parce qu'on a vraiment un énorme retard. Pour te donner une idée, l'appareil le plus récent de l'arsenal iranien, c'est des MiG-29, donc des chasseurs de l'ère soviétique, qui datent des années 70. Et leur appareil le plus, nombreux, ce sont des F4 Phantom, des appareils de la guerre du Vietnam. C'est c'est extrêmement préoccupant. Après bon,
on a quand même sur une force totale d'environ 300 appareils, donc qui peut représenter quand même une menace. Mais en face, Israël, c'est quand même beaucoup plus solide, vu on est aux alentours de 600 appareils du côté israélien et bah, la plupart, ce sont des F-16, donc des F-16 Falcon, qui sont des appareils qui, bah, aujourd'hui, sont encore en service dans l'armée de l'air états-unienne, qui ont été entre autres envoyés, pour certains, en Ukraine et qui sont des appareils tout à fait capables, qui ont déjà fait, montre de leur efficacité. Ils ont aussi un arsenal de F-15, donc qui sont des appareils pour faire des frappes et ils ont déjà une quarantaine de F-35, donc les appareils de 5e génération qui sont censés être le futur des forces aériennes états-uniennes et dont Israël a fait l'acquisition. En termes de matériel, on est sur une différence qui est à la fois qualitative et quantitative. Avec Israël qui a un avantage et les Iraniens qui sont clairement, j'allais dire à la ramasse, mais oui, ils sont clairement derrière en termes d'investissement. Et ça s'est bien vu, d'ailleurs. Parce qu'on a eu avec les premiers retours qu'on a eus sur l'attaque qui a eu lieu et qui a déclenché le conflit actuel, les Iraniens n'étaient absolument pas préparés. Il y avait eu des signes avant-coureurs, mais bon, comme tu l'as dit, étant donné que bah, c'était pas la première fois qu'il y avait des atteintes contre le territoire iranien, des menaces et ce genre de choses. Bref, les tensions ne semblaient pas plus hautes que d'habitude. Et du coup, bah, les pontes iraniennes n'étaient pas prêtes. Et on a eu à coupler à ça une infiltration globale du territoire iranien, qui ont permis de frapper des sites sensibles, qui ont encore plus affaibli le potentiel militaire iranien. De manière un peu plus chiffrée, sur l'investissement, le budget militaire, qui est une valeur, bon, qui dit quelque chose, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Le budget militaire iranien, il est d'environ 10 milliards de dollars. En face, le budget israélien, il est de 21 milliards de dollars. Tu rajoutes ça au fait que, bah, comme j'ai dit, c'est plus qualitatif globalement Israël et au Moyen-Orient. J'ai pas envie de dire une superpuissance, mais c'est une Prusse, globalement. C'est la Prusse au Moyen-Orient, vu que c'est un pays qui est très militarisé. C'est peut-être même le pays le plus militarisé de la zone, avec la meilleure armée du coin, il y a pas de doute, ils en ont déjà montré qu'ils étaient efficaces et malgré leurs déboires à Gaza, qui ne représentent pas un cadre de guerre conventionnel, et ben, il y a pas de doute sur le fait qu'ils restent les plus compétents de la zone. En même temps, quand on voit par quel type d'armée ils sont entourés, à part l'armée jordanienne, c'est pas trop la folie. Mais on a aussi, pour l'Iran, un problème qui est d'ordre organisationnel. Là où Israël a une structure de commandement standard, c'est-à-dire avec armée de terre, armée de l'air, marine, eh bien l'Iran a une espèce de double hiérarchie, double branche, vu qu'on a l'armée officielle et on a les gardiens de la révolution. Et on a généralement tendance à penser que c'est les gardiens de la révolution la véritable armée, alors que non. Ce qui fait qu'on a des gardiens de la révolution terrestre, maritime et aérien. Donc on a une double chaîne qui fait que ça ralentit beaucoup de choses et il y a du conflit de compétences. Bref, du côté iranien, c'est compliqué quand bien même il y a du potentiel, il y a de la dangerosité. C'est pas pour rien qu'Israël a fini par frapper d'ailleurs. Oui, très bien. Bon, c'est une situation un petit peu difficile. Je peux me permettre comme une analogie parce qu'elle vient un peu immédiatement, même si elle est relative, peut-être partiellement fondée et qu'elle mélange un peu le discours médiatique de la factualité du terrain. On nous vendait quand même au début de la guerre ukrainienne que la petite Ukraine allait battre la grande Russie qui trouvait des morceaux des puces dans les machines à laver pour alimenter son armée. On avait exactement le même discours, même si c'est pas le tien évidemment, hein, d'un pays bien plus nombreux mais bien plus arriéré face à la pointe avancée de l'Occident en termes d'approvisionnement, en tout cas de matériel, qui ne ferait qu'une bouchée de son ennemi.
je me sens un petit peu obligé de faire cette analogie. On est quand même face à un rapport de 1 à 10 en termes de population. Pour l'Ukraine, c'était 1 à 4, je crois, ou 1 à 3. Oui, Enfin, c'était un rapport assez important. c'est plutôt du 1 à 3 pour Du 1 l'Ukraine. à 3. On est quand même. En plus, bon, on affronte les gens sur leur terrain, donc la projection de puissance, elle est immédiate, même si les approvisionnements ne sont pas les mêmes. Je vois mal Israël s'en sortir si bien que ça, hein, au final, dans ce conflit. Je ne suis pas certain de comprendre pleinement, d'un point de vue purement stratégique, cette attaque, en réalité. C'est quand même assez particulier, disons. Bah, c'est dans la logique israélienne. Israël a souvent, pour pas dire toujours, préféré faire des attaques préventives. L'exemple le plus célèbre, c'est la guerre des 6 jours, où ils ont écrasé l'aviation égyptienne et syrienne, et ils ont ratatiné en seulement 6 jours. Là, on est sur la même logique, des frappes préventives qui ont, d'après les divers rapports, grandement affaibli les capacités de défense iraniennes et aussi certaines de leurs capacités de projection. Donc, au moins pour le début, Israël a, semble-t-il, frappé assez fort, en plus bien sûr des personnalités qui ont été des pontes iraniennes qui ont été abattues. Ça a réussi à frapper assez fort, et quand bien même, effectivement, le territoire israélien n'est pas inviolable, hein, avec le fameux dôme de fer qu'on connaît, eh bien, pour l'instant, la réciprocité des dégâts la proportionnalité des pertes stratégiques, matérielles et humaines est en faveur d'Israël. À voir si ça le restera, et en fonction de comment le conflit évoluera. En tout cas, on peut s'interroger quand même sur le bien fondé des choix de Netanyahou, qui s'est plutôt retrouvé, pour des raisons de pouvoir et de politique intérieure, dans une fuite en avant relative. C'est un grand immortel de la politique, mais c'est un grand immortel qui quand même a engagé un conflit à Gaza. Enfin, vous allez me dire le 7 octobre, oui. En tout cas, qui a réagi de façon extrêmement dure à Gaza, et qui semble quand même dans une évolution sanguinaire pour maintenir son pouvoir, en partie. Effectivement, on a l'impression, comme tu le dis, d'une fuite en avant de Netanyahou qui, peut-être, est-ce que c'est un calcul bassement politique? Je ne pense pas, mais ça doit rentrer dans les lignes de compte. Parce que tant que la guerre dure, a priori, il peut se maintenir, même s'il n'est pas exempt de critiques et de contestations internes. Et peut-être qu'il prend pour lui le fait, comment dire ça? L'embrasement avec l'Iran, c'est peut-être un coup de poker pour, à la fois détourner l'attention de Gaza, possiblement, et aussi, tenter de neutraliser justement les capacités iraniennes, surtout dans le domaine nucléaire, qui est ce qui inquiète grandement Israël. Parce que les 2 se voient comme des menaces existentielles. En tout cas, revenons un petit peu au contexte régional qui ont permis, entre guillemets, cette attaque. Nous soulignons au début le Hezbollah, le Hamas, j'ai oublié de le préciser, les Houthis sont dans le giron iranien. Soulignons ou répétons que le Hezbollah a été décapité il y a moins d'1 an. Le Hamas file un mauvais coton aussi, tout aussi récemment. Que le pivot stratégique qui était la Syrie, qui permet l'accès aérien à l'Iran, est tombé lui-même dans l'année. On avait aussi une convergence d'opportunités qui ont facilité cette attaque, je crois. Ça, c'est quand même important de le souligner. Effectivement, on a une espèce d'étau autour d'Israël qui s'est desserré avec l'affaiblissement très fort du Hezbollah, même si le Hezbollah reste toujours, hein. Le Liban, c'est très compliqué. Je crois que le Hezbollah, c'est quelque chose comme 3 millions de personnes au Liban, c'est énorme. C'est la première force armée du pays, ce qui est extrêmement inquiétant d'ailleurs. Le Hamas est effectivement lui grandement neutralisé, même si il continue de résister.
Et les Houthis sont, eux, loin et se contentent de balancer des missiles de temps en temps pour rappeler qu'ils existent et qu'eux aussi, ils détestent Israël. Et la Syrie est basculée du contrôle alawite des Assad à l'équivalent de l'État islamique local. Et eux, ils sont moins favorables à l'Iran, même si, qui sait, peut-être qu'on a un retournement, vu qu'Israël continue de frapper le territoire syrien pour aider, je crois, les communautés de Russes qui sont à la frontière ou des choses comme ça. Bref, géopolitique locale, déstabilisation et création d'États tampons potentiellement. Israël joue une partition très compliquée dans un billard à 4 bandes, si ce n'est plus. Donc bon, l'avenir dira bien comment ils vont s'en sortir. Mais une chose est sûre, c'est pas simple. À partir d'un certain niveau de complexité, ça s'appelle jouer au dé. Quand même. C'est un peu ce qui m'interroge, parce que autant sortons de la petite morale, mais Netanyahou pourra effectivement rester comme un boucher suicidaire qui aura mené Israël à sa fin, en tout cas de mon point de vue, ou quelqu'un qui aura stabilisé un Israël plus stable pour les 20 prochaines années. C'est très difficile à dire. J'ai vaincu la question de la morale, parce que quelqu'un qui aurait osé se salir les mains. C'est ça. Il faut voir les effets, surtout. C'est un peu la question que je me pose, sur si ça marche déjà. En potentiel, si jamais ça se finit bien, entre guillemets, pour Israël, ça pourrait rester comme ça. Quelqu'un de moralement plus que critiquable, mais dont les accomplissements seraient bénéfiques à Israël dans son ensemble. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as des informations sur sa popularité en ce moment. C'est un peu... Quand on a un ennemi, ça raffermit l'approbation publique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a une idée de ça? Netanyahou, en fait, il a, comme je l'ai dit, une popularité qui est assez vacillante, parce que, entre autres, depuis le début des affaires à Gaza, on a des contestations, enfin, du moins on avait, j'ai pas trop suivi comment ça avait évolué dernièrement, mais des contestations à Tel Aviv contre les opérations à Gaza. Là, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même Israël qui a frappé en premier. Mais l'Iran a répliqué et a touché des civils, surtout des civils, semblerait-il d'ailleurs. Bien sûr, Israël a aussi touché des civils pendant ses frappes, mais les cibles n'étaient pas civiles, a priori. C'était surtout militaire, ce genre de choses. Et c'est un débat compliqué parce que va prouver sur quoi il visait, va prouver que le système de défense n'a pas dévié le missile vers les civils. C'est des débats qui paraissent un petit peu compliqués, quoi. Dévier un missile avec un système de défense, à la rigueur, c'est avec du brouillage, oui, pour Israël, du moins, parce que bon, l'Iran, je vois pas leur intérêt de frapper des civils. Enfin, pardon. Israël en Iran, je ne vois pas l'intérêt de frapper des civils. Eux, ce qu'ils veulent, c'est décapiter le commandement, faire ce qu'ils font à chaque fois, rendre incapacité leurs adversaires. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils aient visé des civils comme réponse. La guerre fait des morts, je veux dire. Bien quand sûr. tu vois Gaza, on est quoi, 50 000 morts. Bien sûr. Je veux bien que ce soit pas en visant des civils, mais ça en fait des morts quand même. Donc, bon. Tout à fait. Tout à fait. Mais là où les cibles iraniennes ne peuvent pas forcément être prouvées, et le dôme de fer a fait son office, du moins en partie. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'objectifs militaires israéliens qui ont été atteints, et il n'y a pas eu de perte de haut gradé, tout comme à l'inverse de ce qu'on avait pu avoir avec l'Iran. En tout cas, n'oublions pas que c'est encore en cours et ça a commencé il y a à peine quelques jours. Dézoomons encore un petit peu. On part du local au moins local. L'axe Russie-Iran-Chine. Rappelons-en un petit peu les quelques ferments, les quelques causes. Déjà, une relative unité contre les États-Unis. Ça fera un peu un accord de ces trois parties. C'est une opposition relative aux États-Unis. Ça reste quand même le premier consommateur de produits chinois. Donc, relativisons. Je pense que c'est des acrimonies partielles, des acrimonies réciproques sur certains volets et encore à travers le temps de façon évolutive.
Donc on peut voir déjà un axe, il y a des intérêts communs. Des intérêts économiques. Pour la Chine, c'est un pétrole pas trop cher. Pour la Russie, pour les trois, on a des échanges de technologies, de renseignements et d'armes qui sont relativement avérés. Sur le plan de l'idéologie, de la vision du monde, on a quand même un rejet de l'unipolarité, une promotion d'une multipolarité, même si en réalité, quand on parle de multipolarité, quand on parle des BRICS, ce qui est relativement convergent, on parle quand même plutôt de la domination chinoise en réalité. Donc ça, c'est quelque chose aussi à relativité. Et par nécessité, c'est-à-dire que le niveau d'isolement de la puissance iranienne est très très grand. Hein. Donc l'isolement étant particulièrement important, on a une nécessité de cette proximité avec les Russes et les Chinois qui, en plus de leur avantage, ont besoin aussi d'avoir un pied dans cette région qui est le berceau de l'humanité. Oui, bah effectivement, on a ce rejet aussi de l'idée de l'impérialisme états-unien, hein, aussi, qui est vraiment le côté du discours contre lequel peu de gens, même ceux qui sont favorables, qui sont pro-occidentales, bah, ne peuvent nier. Et eux, ils jouent là-dessus, entre autres. Ouais, est-ce que tu vois cette relation s'affermir Est-ce que tu vois les Chinois et les Russes aider l'Iran Comment est-ce que tu vois l'axe bon, le terme est un peu mal choisi, mais cette alliance de fait Russie, Chine, Iran, est-ce que tu la vois affaiblie, grandie, inaffectée par ce conflit? À supposer que, il n'y ait pas un effondrement du régime iranien à l'issue du conflit actuel, qui aura quand même c'est pas impossible, mais c'est quand même improbable. Hem, je pense que les liens vont continuer de se renforcer, mais qu'on va pas non plus on va avoir des protestations diplomatiques, chinoises et russes. Il y en a déjà eu, au moins du côté russe, face, à aux attaques israéliennes. Mais je ne pense pas que ça va, donner un coup de fouet particulier, aux relations. Surtout que le partenariat est quand même très déséquilibré. L'Iran est certes représente un pivot dans la région. C'est un pays, au-delà de son caractère historique qui est très important, son potentiel, qui est aussi très important, ça reste un pays qui est, très en retard par rapport à ses 2 partenaires, Russie et Chine. Même si la Russie accuse d'autres retards par rapport à la Chine, tout ça, bref, aucune puissance n'est parfaite, il y a toujours des impérities. Mais, les 2 patrons du trio sont, la Russie et la Chine, et la Russie qui reste quand même très dépendante de la Chine économiquement, heu, pour, entre autres, pouvoir tenir son effort de guerre parce que ça représente un marché de secours. Donc, comme tu l'as dit, le rejet de la multipolarité, c'est surtout l'avènement potentiellement d'une bipolarité, sino-états-unienne, et l'affirmation véritablement de la puissance chinoise, peut-être à un niveau global, mais je les vois mal, prendre part dans ce conflit. Peut-être qu'ils vont essayer de faire des manœuvres autour de Taïwan, c'est pas impossible, après tout ça fait partie de leurs objectifs, et 2049 ne cesse de se rapprocher, c'est le flux du temps, mais je pense pas que ça va changer grand chose. Ça va peut-être les resserrer un petit peu, mais pas plus. On remarquera que bon, le problème c'est que l'Iran étant tellement isolé, le peu d'amitié qu'on lui offre sera toujours monts et merveilles. Mmh. Soulignons quand même la déclaration russe de vouloir être la médiatrice dans ce conflit. ça, ça, il faut toujours admettre la constance de Poutine à jouer le gaulliste et le droit international, Mmh. ce qui est plutôt pour me plaire. Cette Bah, il inversion est plutôt délicieuse à mon sens. on ça me rappelle moi la position de Netanyahou sur le conflit, russo-ukrainien, hein. Il a proposé plusieurs fois des médiations parce que, il est pas en mauvais rapport avec la Russie et il est évidemment en bon rapport avec les États-Unis. Enfin, du moins il essaye. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant et Poutine joue sa partition, même si, les observateurs sont pas trop dupes, hein, il y a toujours le conflit en Ukraine qui est en cours, quoi. Qui a été un petit peu mis de côté pour le moment. Ah bien sûr, c'est plus intéressant, il y a du développement. Aux grand dames de Zelensky qui ne peut pas faire son spectacle. Bon,
On est déçus, on est très déçus. On soulignera quand même que les liens historiques avec l'Ukraine pour l'Israël, dont une grande partie des populations des populations d'origine viennent, et les nouvelles populations russes venant de Russie, les enjeux pour Israël dans le conflit russo-ukrainien sont réels. Donc, il faut aussi souligner ce point-là. Et on soulignera de même que dans le conflit, étant donné la proximité relative avec l'Iran, il en est de même pour la Russie. Dézoomons encore un coup et parlons un petit peu du contexte international qui au moins dans les esprits, se voit quand même un petit peu secoué. Bon, on verra que c'est quand même plus que dans les esprits. On peut peut-être commencer déjà par parler d'un relatif pourrissement des relations internationales. Et pour le coup, il faudra quand même admettre que les méthodes managériales de Trump, à mon avis, y sont quand même pour quelque chose. On n'appréhende pas les relations entre États comme on appréhende les relations commerciales ou les relations fusion-acquisition business comme le font Trump. Et en cela, son verbaux et l'inconstance de ses propos ont, à mon avis, pas mal été carrément un catalyseur de ce pourrissement, un accélérateur. On soulignera notamment le nombre de morts, enfin, le nombre de dirigeants qui se font, pour le dire trivialement, buter en ce moment. C'est assez impressionnant. Bon, on sera plus habitué pour les méthodes israéliennes quant aux dignitaires iraniens ou ceux du Hezbollah, mais bon, on peut quand même un peu s'interroger sur ces méthodes. On remarquera quand même que, bon, quelles qu'en soient les raisons, et peut-être que c'est tout à fait fondé, qu'on se plaignait quand même que Poutine attaque un pays voisin, que là, qu'on applaudisse des deux mains que l'Iran, après s'être fait le Liban, attaque l'Iran. Israël. Qu'Israël attaque l'Iran, pardon, après avoir attaqué le Liban. On voit quand même un deux poids, deux mesures tout à fait très marqué des Européens et des Occidentaux en général, qui, à mon avis, va coûter cher. Le niveau de crédibilité des Occidentaux en prennent encore une fois un coup. Et on voit donc, comme je disais au tout début, une augmentation des foyers et des tensions de par le monde. Je ne sais pas comment tu le vois. Moi, je trouve ça quand même assez dramatique et inquiétant. Bah, les Européens, de ce que j'ai vu, au moins du côté français, ce que j'ai vu, peut-être aussi du côté allemand, si je ne dis pas de bêtises, j'ai surtout vu du droit d'Israël à se défendre. Donc, on n'est pas sur une caution de l'attaque. C'est de la Encore guerre heureux. préventive, hein, quand même. C'est pas Bien sûr, terrible. bien sûr, mais on est sur le droit de se défendre dans le sens où si Israël est attaqué, qu'ils aient le droit de se défendre. Sauf qu'il ne faut Mais pas elle oublier l'a que pas c'est eux. été. Elle l'a Oui, pas été. oui, non, mais ils sont attaqués en retour et c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas oublier que ce sont eux les initiateurs de l'embrasement actuel. Donc, c'est tout le problème, hein, que le monde occidental se range derrière Israël. L'Espagne, ça m'étonnerait parce qu'ils sont déjà très critiques vis-à-vis de Gaza et eux, ils vont pas le faire. Mais les puissances traditionnelles, on va dire occidentales, même les États-Unis, hein, ça traîne des pieds. Trump était pas favorable, il a dit non à l'opération. Il n'en a même pas été informé de son lancement. Israël, pour l'instant, enfin là, fait cavalier seul. Hein. J'ai entendu Mersheimer, notre grand géopoliticien, expliquer quand même que Netanyahou avait relativement bien joué, dans le sens où la rétaliation, donc faux amis, la contre-attaque iranienne imposait Les représailles. les représailles, merci, imposait un soutien américain. On se retrouve avec un Trump qui apparemment n'a pas du tout envie d'aller faire la guerre, en tout cas c'est comme ça qu'il s'est fait élire, et c'est comme ça qu'il s'est affirmé, qu'il se retrouve le doigt dans l'engrenage et qu'il va devoir aller aider son allié. Bon, en tout cas, on voit une montée des tensions, un pourrissement du droit international, enfin en tout cas un deux poids, deux mesures absolument évident, et puis je ne veux terrifier personne, mais au nom de la guerre préventive, toutes les guerres sont possibles. Toutes. Sans exception. Effectivement. Après, il ne faut pas Donc, oublier. c'est la fin du droit international, la guerre préventive. Hein. Il faut pas oublier quand même qu'on est dans un cas assez particulier. Alors, on est vraiment sur un État
sans tomber dans quoi que ce soit de bizarre, Israël qui est un État particulier, hein, comme je l'ai dit, c'est un État qui est très militarisé, qui est unique, relativement isolé, entouré, quand bien même ses voisins ne sont pas tous ses ennemis. Israël, comme je l'ai dit, est plus ou moins expert des attaques préventives. Parce que c'est comme ça que, en attrapant son ennemi avec la garde baissée, on a le plus de chances de s'en sortir, alors qu'a priori, les augures ne sont pas en notre faveur. Mais effectivement, il ne s'agit pas du tout de cautionner ça, avec le regard de l'histoire. Aujourd'hui, on peut comprendre et cautionner les 6 jours, bref, les précédentes guerres d'Israël, parce que, c'était vraiment, il y allait avoir une guerre de déclarée pour la guerre des 6 jours. Le Kippour, ils se sont juste défendus. Là, peut-être que l'histoire donnera raison à Israël ou tort, on ne sait pas. Mais toujours est-il que maintenant, c'est Israël qui a commencé, à voir comment ça va se finir. Faut pas l'oublier ça. Ouais, honte aux vaincus, gloire aux vainqueurs. Bon, on verra Évidemment. Et ça. les crimes de guerre ne sont que pour les vaincus, on n'oublie pas aussi. Tout à fait. Bon. Moi, je suis assez mitigé sur ce conflit. J'ai du mal à le défendre. Parce qu'à ce moment-là, il faudra nettoyer entièrement les Russes, alors. Faut choisir, quoi. Soit les Russes et les Israéliens ont le droit de le faire, soit aucun des deux. Point. Je veux dire, ça me paraît relativement... La guerre préventive pour le cas ukrainien, on a les c'est vrai que ça déclarations avait de c'est vrai Nuland, que ça on a avait été invoqué. l'armement, on a énormément de choses qui, comme l'Iran s'armant de l'arme nucléaire étant l'argument des Israéliens, les Russes auraient pu dire, mais vous voyez, vous L'OTAN. amoncelez des armes à ma frontière, n'est-ce pas un grand danger? C'est plus ou moins la même chose, excusez-moi, voire totalement la même chose. Encore une fois, le temps, le regard de l'histoire, nous donneront d'autres réponses. On peut déjà en donner, on peut déjà donner des avis et des analyses, mais Je resterai un petit peu dubitatif. Et je pense que c'est un effritement relativement sans retour du droit international et le signe d'une montée, d'une multiplication des foyers de tension sur la planète sans restreinte. Il n'y a plus de règles, en fait. Et les Occidentaux en sont des artisans assez sérieux. bien sûr, mais après le droit international est une concorde qui marche justement sur la bonne volonté de ses participants, à le respecter. Sans vouloir être particulièrement méchant, je dirais que Israël s'est un peu globalement torché avec le droit international. Encore une fois, Israël est un État particulier, C'est vrai. là-dessus et au certains pourraient dire, on peut les entendre, qu'Israël est un vecteur d'instabilité, au niveau du Proche et Moyen-Orient. Ça dépend à quelle temporalité on se met. Effectivement, s'ils permettent un grand ratiboisage, de la puissance iranienne, qui Il y aura ne peut-être n'est pas belliqueuse que vis-à-vis d'Israël, hein. plus aucun État debout autour d'Israël et on aura une paix de 1000 ans, effectivement. Le grand Israël, Ça, on peut spéculer allègrement. En tout cas, personnellement, je ne me réjouis pas de cette situation que je trouve plutôt un signe de déclin. Et comme je pense qu'en partie l'Europe a été chercher la démonstration de son impuissance en Ukraine, ce qui a permis de démontrer un petit peu l'obsolescence technique, les difficultés de production et toutes les conditions de l'impuissance dans leur déclin en Ukraine, je ne suis pas du tout certain que Israël va si bien s'en sortir que ça. Et ce serait peut-être la défaite de trop pour montrer que le roi américain est nu quand même. Hein. Je ne suis pas du tout certain que ça se passera bien. étant donné que l'on parle d'Israël, je me permets d'être plutôt optimiste pour eux. Sans être pour autant, en leur faveur ou quoi que ce soit. Je vois mal Israël ne pas s'en sortir, heu, je vois pas Israël, ne pas s'en sortir dans la situation actuelle. Si les États-Unis actuellement traînent la patte, je pense qu'ils peuvent même s'en sortir sans intervention des États-Unis. Mais si les États-Unis viennent à intervenir d'une quelconque manière, Israël est vraiment garanti que, il se passera rien. Bon, qui vivra verra. Bon, on arrive vers mes deux derniers points, parce qu'on va enfin répondre. On est un peu fourbe, on vous fait traîner et languir.
est-ce que la Troisième Guerre mondiale a commencé? On y répond de façon parsemée et on arrive à des conclusions plus franches. Le grand, on ne sait pas. Je voulais quand même parler du déclin américain et de la sortie, en fait, déclarée par J.D. Vance dans les mois passés de l'unipolarité. Donc, un désengagement impérial, même si c'est assez ambigu parce que les actions de Trump utilisent encore une partie des moyens de l'impérialisme américain. Mais on a une officielle déclaration d'un désengagement et d'une sortie de l'unipolarité. Vance dira lui-même, nous sommes dans un monde de multipolarité, débrouillez-vous. On a une partie des élites occidentales, une grande partie européenne, pardon, qui se sont chevillés au corps leur soumission aux États-Unis, qui ferait peut-être bien de faire un peu un bilan, parce que bon, je ne suis pas du tout certain que ce choix soit bon, mais on peut craindre que dans leur esprit, en tout cas, les montées des tensions mondiales vont raffermir cette croyance dans le totem de l'unipolarité américaine, parce que beaucoup de gens peuvent se dire, oui, mais quand il y avait le shérif américain, tout ça n'aurait pas eu lieu. Ce qui est un peu vrai, mais à mon avis fondé sur des bases assez fausses. Qu'est-ce que tu penses de mon hypothèse? Du temps de l'hyperpuissance états-unienne, la guerre en Ukraine n'aurait probablement pas eu lieu. Après, ce qui se passe autour d'Israël, non, ça aurait eu lieu quand même. J'ai pas trop de doute là-dessus. Israël, quand même, joue beaucoup sur ses liens avec les États-Unis pour maintenir sa sécurité. A souvent fait cavalier bien autonome. Israël est un allié quand même assez encombrant et gênant pour les États-Unis, que ce soit pour les républicains comme pour les démocrates. Parce que Israël fait sa sauce, fait son propre jeu au Moyen-Orient. Bon, après, on peut comprendre. Ils jouent la viabilité de leur État sur le long terme, mais on n'est plus non plus, on n'est plus dans les années 70, 60-70, où Israël menaçait de disparaître potentiellement sous le coup des puissances arabes voisines. Bon, Israël est quand même installé dans le paysage international, et la disparition d'Israël serait difficilement acceptable pour beaucoup de pays, alors surtout des pays occidentaux certes, mais tout de même des pays qui ne sont pas particulièrement favorables, hein, la Chine, qui critique quand même assez souvent Israël, notamment sur l'ingérence avec la Palestine, n'accepterait probablement pas que l'État israélien disparaisse. Mais l'unipolarité, ça marche quand tu as des puissances qui ne sont pas tes alliés, qui peuvent faire tout et n'importe quoi. À l'exception, bien sûr, du cas turc, qui fait des trucs avec Chypre et le Kurdistan. Mais là, encore une fois, c'est un allié. C'est gênant, c'est dommage. Et un allié, tu peux difficilement le contrôler, même si faut pas oublier que les États-Unis ont fait pression sur la Turquie et sont responsables en partie des problèmes économiques de la Turquie. Soulignons quand même la phrase de Kissinger qui disait il est très très dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais il est encore plus dangereux d'être son ami. Donc on relativisera aussi. L'ambiguïté stratégique, que je trouve une très jolie façon de dire on n'est pas fiable, on peut vous mettre un couteau dans le dos à tout moment, fait partie des choses et des façons de faire américaines qui, je pense, ont participé au déclin de l'ordre international. A priori, l'ambiguïté stratégique. Les États-Unis ne sont pas très ambigus stratégiquement, hein. Ils sont ambigus sur la question de Taïwan. Non, mais je veux dire, leur parole ne vaut rien. Ah, ça c'est autre chose. C'est le joli terme qu'ils ont donné pour dire on tient pas nos promesses. J'aime beaucoup. Strategic ambiguity. Formidable. Je te trouve quand même un petit peu dur. C'est pas moi, je cite les stratèges. Oui, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire dans le fait de ne pas tenir ses promesses. Je trouve que tu es un peu dur. Quelles promesses ils n'ont pas tenues? Récemment, ils Hormis étaient l'Ukraine. en Turquie avec. Hormis l'Ukraine. Vu que ça occupe tout l'espace diplomatique, tu me pardonneras de pas trouver grand-chose. Mais voilà, certes, le cas ukrainien. On peut penser à certains dirigeants qui ont fait affaire avec les Américains et qui se sont retrouvés la tête sous un bus. Donc bon, ça, que ce soit en Amérique du Sud, au Moyen-Orient.
Ça L'Amérique change du des Sud, modalités russes et chinoises dont on peut critiquer la tyrannie et la brutalité, mais qui ont quand même une conception de la parole donnée et des relations internationales beaucoup plus à l'ancienne, entre guillemets. c'est vrai, on peut en avoir cette perception. Après avoir la Russie et la Chine sont pas au niveau de puissance, et d'extension diplomatique des États-Unis. C'est compliqué quand même d'avoir, une véritable analyse sur leur comportement diplomatique. Mais a priori, c'est vrai que, ils ont l'air plus fiables, dans la mesure où, on juge pas moralement. Bon, mon bon Noah, sors ta boule de cristal, il est l'heure. On effrite, on égrène dans nos interventions les fins des institutions de 45. Et je trouve que ce deux poids, deux mesures sur le droit de la guerre en fait partie. On voit éclater les valeurs occidentales un peu de par le monde. Est-ce que tu penses que c'est un pas vers la guerre mondiale? Est-ce qu'on a un terrain mondial qui glisse, qui devient mouvant? Quel est ton avis sur cette situation? Est-ce que c'est un conflit qui t'inquiète? Est-ce que c'est trop localisé, trop faible? Ou est-ce que tu vois une possibilité d'escalade tout à fait dangereuse, mon bon Noah? En bon amateur d'histoire que je suis, je vais me permettre d'être très prudent. Heu, mais effectivement, c'est quand même inquiétant. On a un conflit d'une puissance nucléaire, bien que non officielle, avec, le la grosse autre puissance de la région, heu, qui sont 2 puissances rivales, qui peut mener à un embrasement, localisé. En plus du problème sur les hydrocarbures, hein. Comme tu l'as dit, 20 du trafic mondial, d'hydrocarbures passe par Hormuz. Hormuz qui peut être bloqué par la flotte iranienne. Bon, dans ce cas-là, je suis pas sûr que les États-Unis ne réagissent pas, hein, quand même, même les occidentaux. Mais, moi, ce que je crains, c'est que, on se prenne encore, c'est nous qui en payons les conséquences, que le prix de l'essence, y monte encore. Alors certes, c'est bassement matériel et tout ça, mais c'est pas nous qui sommes en guerre, donc faut penser d'abord à soi, et ensuite, se permettre de penser aux autres. Et je m'inquiète pour si ça va pas avoir des conséquences, négatives sur nos déjà fragiles économies et nos vies. Je crains pas. J'ai parlé d'embrasement, régional, c'est pas impossible, mais je le vois mal. L'Arabie Saoudite défend son espace aérien, la Jordanie pareil, ils ont pas de raison de s'impliquer plus que ça. L'Iran n'est pas suicidaire, ils vont pas attaquer tout, ils vont pas attaquer les Saoudiens, les bases états-uniennes. Ce serait vraiment signer leur arrêt de mort, militairement. Il y a pas de doute là-dessus, hein, si les États-Unis sont attaqués, ils vont leur pulvériser la tête, pour ne pas être vulgaire. Heu, mais ça nous fait un conflit de plus effectivement. Gaza qui est un conflit, pas vraiment une guerre. Là, on est sur une guerre qui se fait entre c je pense que c'est un petit peu inédit, hormis les guerres coloniales. Tu vois, par exemple, les guerres de l'opium, tout ça, où on avait des pays qui n'étaient pas forcément frontaliers qui se faisaient la guerre. Je pense que c'est l'une des premières fois où on a 2 pays qui ne sont pas frontaliers et qui sont, en état de guerre de fait, même si ce n'est pas officiel. Et c'est assez intéressant. Mais ça fait un conflit de plus. Moi, je m'inquiète, j'ai toujours une petite pensée pour ce petit État non officiel qui existe, qui se trouve en mer de Chine et qui, est très, a les jambes qui frétille beaucoup, sur la question de l'ambiguïté stratégique états-unienne, la République de Chine, hein, mieux connue sous le nom de Taïwan. Heu, je m'inquiète surtout pour eux. Israël, c'est pas mes affaires. Iran, c'est pas mes affaires. C'est triste. J'espère aussi que du patrimoine historique iranien ne sera pas détruit. Heu, mais je pense pas que ce soit un point de bascule. Taïwan peut être un point de bascule. Il y a pas de doute là-dessus. Je vais revenir sur un point tout à fait légitime. Tu soulignais que les conséquences économiques qu'on allait avoir, mais je vais te répondre simplement. Quand on aligne sa politique étrangère sur les États-Unis, il n'est pas étonnant que le résultat de la diplomatie ne soit pas dans l'intérêt des Européens.
Je me permettrais de remettre en cause le fait qu'elle est alignée sur les États-Unis, surtout actuellement. C'est plus une question d'habitude, là pour le coup. Que les Européens soient avec Israël, c'est une question de relation historique. Historiquement, les Européens sont très dans un repentir israélien, quand bien même c'est partiellement faux de parler d'État hébreu, État juif et tout ça. Ça reste quand même un pays peuplé majoritairement de juifs. Les Européens sont toujours très culpabilisés sur cette question et les accusations d'antisémitisme fusent de par Netanyahou au point où c'en est ridicule. Mais Israël représente aussi un modèle occidental. Israël, c'est l'Occident au Proche-Orient. Donc il y a beaucoup de raisons qui font que les Occidentaux peuvent être derrière Israël, pas forcément totalement, mais au moins partiellement, sans être alignés sur les États-Unis. Je pense que c'est plus profond que juste le suivi de la diplomatie états-unienne. Avant 2015, je ne me souviens plus de quel conflit, l'Europe avait une position neutre entre l'Iran et Israël. La France envoyait des voitures à Téhéran et il y avait une relative troisième voie diplomatique européenne qui menait qui contrait en partie les velléités néoconservatrices et qui était plus mesurée, qui avait des conséquences beaucoup plus saines, dans le sens où pour les Français, pour les Allemands, l'Iran comme Israël constituent des marchés. Aujourd'hui, nous avons une déclaration, je prends celle-là parmi d'autres parce que je la trouve tellement aberrante que je tiens à la souligner. Israël fait le sale boulot pour nous, en Iran, déclaration de Friedrich Merz, chancelier allemand. Il y a un moment, je veux dire, c'est un niveau d'alignement qui est proprement, à mon sens, délirant. Et moi, ce discours des valeurs et ce discours de continuité culturelle, pour moi, fait partie des narratifs occidentaux. Bien sûr, ça joue avec le narratif, mais il y a quand même des choses qui peuvent difficilement être contestées. Et en fait, il y a beaucoup de points qui font qu'Israël peut attirer de la sympathie de la part des Occidentaux et de leurs dirigeants. Je voulais lire quelque chose sur l'Iran. Malheureusement, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais dans le sens aussi que l'Iran est mal vu aussi, relativement mal vu en Europe. Et surtout, jusqu'en 2015, les choses allaient plus ou moins. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ? C'est Ahmadinejad, non, c'est après, je sais plus. Non, en 2016, il y a quelqu'un qui est arrivé à la Maison-Blanche. C'est Trump. Oui, en 2016, Trump est élu. Et qu'est-ce qu'il fait dans l'une de ses premières actions diplomatiques importantes ? Il met fin à l'accord sur le nucléaire iranien. Et il impose un nouvel embargo sur l'Iran, sanctionnant les entreprises qui font du commerce avec l'Iran. Pour le coup, ça met une pièce dans ton narratif. 15 milliards pour BNP Paribas, juste pour des transactions en dollars avec l'Iran, en utilisant l'extraterritorialité du dollar, du droit américain, ce qui est aussi une transformation radicale de l'usage du droit. C'est beau. Mais ça donne de l'eau à ton moulin. Mais avec le raidissement de la position états-unienne, pour le coup, c'est de la faute de Trump. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et les Européens se sont détournés et n'ont pas eu trop le choix, sous peine de sanctions économiques, de se détourner de l'Iran. Donc ça a contribué, je pense, à l'isolement. Je pense, c'est certain même, ça a contribué à l'isolement et un alignement plus naturel derrière Israël. Bon, en tout cas, on a aussi vu de manière générale un alignement de la politique européenne avec sur les intérêts américains. Avant, on avait quand même les chancelleries. Pensons par exemple, ce qui ne sont pas pourtant des grands exemples d'indépendance, Sarkozy, Merkel en Géorgie. On a quand même une position de défense des intérêts européens. Aujourd'hui, les chancelleries comme l'Union européenne est sur un alignement pur et dur. Et je ne crois pas que ce soit une bonne façon pour un Européen d'appréhender les conflits, car comme tu le dis, les répercussions négatives de ce conflit seront sur les populations européennes. Et on pourra avoir la naïveté d'espérer que la géopolitique et la diplomatie européenne se fassent un rien dans l'intérêt de l'Europe. Ça nous changerait un peu des habitudes récentes.
C'est vrai que ce serait plus intéressant que l'Europe, Emmanuel Macron, qui se veut tellement en héritier du général de Gaulle, propose une médiation, essaye de Au résoudre la lieu d'envoyer situation. des armes, au lieu de dire on va vous aider. Officiellement, non, il n'y a pas de livraison d'armes. Non, pardon, Officieusement, il y a aide. des accusations. Macron a déclaré qu'il aiderait au conflit, qu'il enverrait des troupes. Bon. Et ça, C'est magnifique. si ça c'est dans l'intérêt des Européens, il faudra m'expliquer. Tu le décris très bien. L'intérêt des Européens, c'est de calmer le plus fort et le plus vite possible ces conflits, pas d'y participer. Pour avoir un Peut-être justement, embrasement le calmer peut se faire via un écrasement. Mais bon, bon, oui, ça c'est. ouais, Pourquoi pas. ça n'aura pas lieu, hein, évidemment. La puissance iranienne pourra être affaiblie si jamais c'est Israël qui en sort renforcé, mais elle sera pas annihilée. Et il y a aussi toute la place de l'Iran dans l'islamisme et tout ça international qui est une justification de pourquoi les Européens ont une telle position, ça se comprend. Mais je suis d'accord avec toi, quoi. C'est pas leur place et ils devraient plutôt essayer de calmer les choses plutôt que de se réjouir de oh ils font le sale boulot à notre part. Enfin, j'ai pas d'autres mots à part que c'est répugnant comme propos. Merci. Ça nous fera un point d'accord malgré nos légers désaccords. Soulignons que dans le concours de l'alimentation de l'islamisme, je ne sais pas s'il faut compter plus sur les Saouds ou les Iraniens. C'est un combat que je laisserai à d'autres. En tout cas, je ne ferai pas mon petit baluchon pour aller vivre en Islande, même si ça me tente pour d'autres raisons de temps en temps. Pour moi, c'est un léger pas vers la guerre. Pour toi, c'est un conflit régional. Laissons les spectateurs faire leurs opinions. Merci pour cet échange, Noah. Et je souhaite à tous une excellente soirée. Bonne soirée à tous. Merci David.